Salut tout le monde! Bienvenue à un nouveau podcast de Sport Lucide, édition Fantasy. Bruno au micro, en compagnie de Johan comme à l'habitude. Comment ça va, mon gars? Oh, ça va bien, ça va bien. Le mois de mai est commencé, c'est l'été qui débute. C'est l'été Avec qui le débute, soleil, on peut pas ça va trop en toujours bien. profiter malheureusement. Pas pour l'instant. Ben, tu peux marcher tout seul dehors, man, à une distance de 2 mètres de tout le monde, non? À une distance de 2 mètres de toi, si t'es tout seul. Hey, comment t'aimais ça d'entendre les drops live pour la première fois? Ah, c'est excitant. C'est excitant. Enfin, on va être capable de parler au bon moment. J'ai upgradé un petit peu. Là. Je suis pas encore au niveau de Faf, puis je pense que je vais jamais atteindre son niveau, mais au moins j'ai upgradé un petit peu. Tu Fait dis que t'as que, un petit peu, tu viens juste de m'avouer qu'il fallait que tu changes d'ordinateur. ouais. Ça serait l'upgrade niveau 2 après. Ouais, hey, aujourd'hui, on va se faire un petit mock draft. Là, je n'avais parlé dans notre dernier podcast Fantasy qu'on allait faire ça. Donc, un mock draft, Dynasty. Puis, souvent en Dynasty, dans ce temps-ci, tu as déjà ton équipe. Donc, tu fais juste repêcher des recrues. 3 ou 4 rondes, dépendamment des ligues. Là. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant, je vous conseille fortement d'écouter le podcast sur YouTube parce que pour nous suivre, avec les choix, les noms de tout le monde, ça risque d'être beaucoup plus facile si vous avez le visuel. Mais sinon, juste en audio, on va essayer d'être assez clair. Mais ça, c'est pas toujours ma force. Mais bon. Il manque un peu de miel dans ta voix. Et donc, vous voyez, là, en même temps, je vais plugger nos petits trucs. Là, vous voyez à l'écran, sportlucide.com. Et si vous nous écoutez avec le vidéo, bien sûr, sur YouTube, donc à la page Sport Lucide sur YouTube. Puis on est aussi disponible sur Facebook à Sport Lucide et à S Lucide sur Twitter. Donc, suivez-nous un petit peu partout. C'est toujours plaisant, toujours plaisant. Donc, avant de commencer le draft de cette année, de ce soir, j'ai des petites questions pour toi, Johan, puis t'es pas prêt, je sais. Fait que, Oh. on va voir. Fait que, je vais te demander, par rapport aux recrues de cette année, où est-ce que tu classes un certain vétéran? Fait qu'on va commencer ça avec les carrières, puis je vais te demander Daniel Jones. Par rapport aux recrues de cette année, est-ce que tu le placerais au tout premier rang ou deuxième, troisième, peu importe. Là. Donc, on s'entend que Burrow, Tua et Herbert sont pas mal consensus numéro 1, 2, 3 dans l'ordre. Donc, pour toi, Daniel Jones, tu le drafterais où par rapport à eux? Par rapport à eux, Ouais. Dans un dynastie, bien sûr. ben, moi, personnellement, j'irais avec. Écoute, c'est dur. Je trouve ça vraiment pas. Justement, tu me l'avoues que tu savais que j'allais pas être prêt. Tu m'as pris au dépourvu. Parce qu'on en a parlé un peu avant, puis parce que je vais garder la même position que j'avais dit tantôt. Dans le fond, moi, ce que j'avais dit, c'est que euh, dans cet ordre d'idée-là, je prendrais Daniel Jones over Joe Burrow. Ah, Donc, man, ça me fait au mal tout de dire premier. ça. Ouais. En Ah, tant que fan c'est que des ça me... Bengals, en tant que fan des Ah, Bengals, t'aimes pas trop ça? ah, man. Ben, c'est parce que ça, l'affaire, c'est que ultimement, là, si moi je suivrais mon cœur, je le mettrais en deuxième, après Burrow. Mais ça serait vraiment trop biaisé. Je pense que ça serait juste, tu sais, je m'arrêterais pas à ce que j'en pense vraiment, puis j'irais juste parce que dans ma tête, j'aime vraiment trop Burrow. Puis je tiens à dire à tout le monde qui nous écoute, là, écoutez-moi pas tout le temps quand je parle des Bengals. Je veux dire, c'est un peu du sarcasme parce que je suis extrêmement biaisé. Mais quand même, moi, ce que j'avais dit tantôt quand on a eu la discussion, je prendrais Daniel Jones over Joe Burrow. La raison étant que pour moi, j'ai vu ce que Daniel Jones pouvait m'apporter l'année passée. Peut-être pas dans toute la saison, parce qu'il n'a pas joué des 16 matchs. Il a commencé, puis en fin de saison, quand il jouait, il a été blessé. Mais je pense que Daniel Jones va être capable de faire revivre la franchise des Giants. Puis ça dépend vraiment de la situation dans laquelle tu es, mais je pense que Daniel Jones, pour cette année, en tout cas, va être probablement plus efficace fantasy-wise que Joe Burrow. Joe Burrow, je pense que c'est un bon projet à long terme. C'est sûr que Dynasty, on veut toujours regarder à long terme. Fait que ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Mais pareil, pour l'instant, moi, dans ma tête, je veux dire, je le prendrais over Joe Burrow. Ça serait mon cas. Good.
Tu dis un peu à long terme niveau dynastie. C'est certain que oui, dynastie, c'est théoriquement à la vie, mais il faut quand même pas voir trop loin parce qu'à un moment donné, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que moi, j'ai pour mon dire que après 3 ans, ça donne pas grand-chose de prévoir ce qui pourrait arriver. Donc, quand j'essaie d'évaluer mes joueurs de niveau dynastie, j'essaie de penser 2-3 ans dans le futur maximum. Donc, ceci étant dit, personnellement, je pense que je prendrais Joe Burrow en premier. C'est pas parce que Daniel Jones a une saison dans le corps qui a plus prouvé que Joe Burrow dans la NFL. Oui, on l'a vu sur un terrain NFL. On a vu qu'il était capable de faire des super de belles choses, mais on a vu aussi qu'il était capable d'échapper le ballon fréquemment. Donc, je pense que Burrow, c'est the real deal. Fait que, personnellement, je les mettrais vraiment serrés, mais un petit avantage à Burrow. Donc, c'est un petit peu surprenant que je sois plus high que toi sur Burrow. Fait que même Mais si c'est parce tu que dis que t'es biaisé. les Bengals font encore qu'ils se prouvent en tant que groupe. T'sais, ils ont fait beaucoup, beaucoup de changements cette année. Puis je pense que les Bengals vont être capables de se relever de la position qui était l'année passée. Mais, je veux dire, là, en plus que cette année, il y aura l'off-season, les trainings, puis tout, ça va être un peu ambigu. Il y a encore beaucoup d'incertitudes là-dessus. Fait est-ce qu'ils vont être capables, le groupe de joueurs ensemble, de performer au niveau qu'on a vu Joe Burrows avec LSU l'année passée? Ben, ça sera à voir. Mais moi c'est mettons, pour la première année, j'ai quand même mes doutes. Ouais, ça, c'est certain que la première année, je suis d'accord avec toi. Surtout si les camps d'entraînement sont raccourcis, ça va être difficile pour Burrow, surtout qu'il y a aussi un receveur recru en T. Higgins. Tandis que du côté des Giants, tout le monde est de retour, dans le fond, pour au moins une deuxième année. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que ça avantage beaucoup Daniel Jones pour la saison 2020. Mais comme j'ai dit, Dynasty, je pense à 2-3 ans. Je pense que Burrow pourrait rattraper Daniel Jones dès 2021. Donc, c'est deux attaques qui se ressemblent quand même un petit peu. Là, des très bons porteurs. On s'entend avantage Giant avec Barkley. Une O-line qui a de l'allure. Les Bengals pourraient upgrader un petit peu, là, mais quand même, ouais, je m'avance un petit peu en disant qu'ils ont une O-line qui a de l'allure, mais bon, je pense que. Puis au niveau des receveurs, avec AJ Green, qui va être là probablement juste un an, mais qui va être remplacé après ça par T. Higgins et bien sûr, là, j'oublie le nom du deuxième. Là, aux Receveur, Bengals. Ouais. Tyler Boyd, ben oui. Tandis qu'au Giants, on a Slayton, Shepard, bien sûr le tight end Engram. Donc, peut-être un petit peu plus de talent à l'attaque au niveau des Giants, mais j'ai confiance en Burrow. Donc, c'est bon. C'est ma petite question de la journée. Puis en plus, j'ai dit que tu n'étais pas prêt, puis tu viens de divulguer à tout le monde qu'on a parlé de ça après-midi. C'est ouais, aucun. non, mais je n'étais pas prêt dans le sens, je pensais pas que tu allais me poser la question-là, Bruno. OK. Crise de clown. Bon, fait qu'on va commencer ça. Aujourd'hui, on va utiliser le site de Fantasy Pro. Donc, si vous êtes sur YouTube, je vous montre le chemin pour y arriver. Donc, fantasypro.com. En haut à gauche, il va y avoir Draft Simulator, le deuxième choix de la liste à gauche, bien sûr. Et Start a Mock Draft. On s'entend que le chemin est assez simple. Puis ce qui est intéressant avec Fantasy Pro, c'est que tu vas te battre, si on veut, avec le ranking de, je ne sais pas, il y en a combien d'experts, là, mais à peu près un consensus de 150 experts qui ont fait un ranking. Fait que ça peut te donner des petites idées, mais tu ne fais pas un mock draft versus d'autres mondes réels. Donc, des fois, ça peut être un peu moins réaliste, l'ordre des choix, mais l'avantage, c'est que tu peux faire ça très rapidement puis en faire plus qu'un. Donc là, on est sur la page de Fantasy Pro. On va choisir Dynasty. On va y aller avec Rookie Only. On va y aller avec 4 rondes. Parce que si on fait juste 3 rondes, je pense qu'on va reparler juste des mêmes joueurs qu'on a parlé la semaine dernière avec Dion. Puis étant donné que dans un Dynasty, on draft toujours en linéaire. On va y aller encore en linéaire. Snake, c'est-à-dire que si tu draftes premier en première ronde, tu vas drafter dernier en deuxième ronde. Mais là, souvent, en dynastie, on y va avec le ranking de la saison précédente. Donc, un QB, 2 porteurs, 3 receveurs, 1 tight end, 1 flex. On va y aller avec
le conventionnel. Puis on peut choisir dans quelle position tu vas choisir. Donc, si, exemple, toi, dans ta ligue, tu vas choisir troisième, ben c'est facile pour toi d'y aller troisième. Est-ce que tu as une préférence pour drafter, Johan? Moi, j'aurais le goût d'y aller random, man. Ça va être ça le challenge. Ouais, ben je suis d'accord avec ça. Fait qu'on va y aller random, on va choisir cinquième et on va commencer ça. J'ai juste à dire, j'espère vraiment que la qualité va sortir mieux sur YouTube parce qu'en ce moment, je vois pas grand-chose. Ah ouais? Ah bon, on va avoir confiance, on va avoir confiance. Falloir que tu m'aides. Là. Donc, pour les choix qui ont été faits, premier total, on a Clyde Edward-Helaire. Je pense que c'est le consensus pour tout le monde. Jonathan Taylor au deuxième rang. Et on a vu CeeDee Lamb et Jerry Jeudy, troisième et quatrième. Donc. Lamb, il a monté. Hein? Si on recule d'une semaine, un peu plus bas. Il y a quelques jours que c'est vrai que CeeDee Lamb était toujours choisi derrière Jeudy. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. T'aimes-tu ça? Moi, personnellement, je préfère Jeudy. Je m'avance peut-être sur un terrain glissant, mais moi, je préfère Jeudy. Je pense que j'aime mieux Jeudy aussi. En tout cas, dans mon ranking personnel, j'ai Jeudy comme premier receveur. Edward Helaire et Taylor sont mes deux premiers porteurs aussi. Là. Donc là-dessus, la logique serait respectée. Donc, nous, au cinquième rang, on aurait la chance de choisir parmi les trois porteurs de ballon restants. Et même si dans une dynastie, les receveurs sont intéressants vu leur longévité, dans cette année, je trouve que les porteurs de ballon sont vraiment dans une classe à part. Surtout si tu enlèves Jeudy et CeeDee Lamb, comme dans notre mock présent. Je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec un des trois porteurs, c'est-à-dire DeAndre Swift, J.K. Dobbins ou Cam Akers. Est-ce qu'il y aurait un receveur, toi, qui pourrait t'intéresser, là, si je regarde Justin Jefferson, Henry Ruggs, Jalen Reagor, Denzel Mims, peut-être? Absolument pas. Avec les trois choix aux porteurs qu'on pourrait prendre en ce moment, c'est définitif qu'on irait avec un porteur. Je veux dire, comme on avait parlé, pour ceux qui ont écouté le podcast qu'on a fait parlant des rookies, dans le fond, il y avait vraiment comme 5 porteurs. Il y avait 5 porteurs cette année dans le draft qui se distinguaient vraiment de tout le reste. Fait que, dans nos rankings, ça partait tout en premier. Là, on est chanceux, on commence 5e. Puis il y a CeeDee Lamb puis Jerry Jeudy qui ont été pris dans les 5 premiers. Fait que, c'est un peu comme tu disais tantôt, dans le fond, là, on joue contre un consensus. Fait que, c'est sûr que ça va tout être différent d'une fois à l'autre. Là, je trouve qu'on est quand même chanceux. On a 5e, puis on a le choix de 3 bons choix de porteurs, dans le fond. Oui, exact. On voit le ranking overall de Fantasy Pro, c'est que Jeudy était 5e et CeeDee Lamb 6e. Donc, ce qui nous laisse la chance de prendre DeAndre Swift ou J.K. Dobbins. Est-ce que Cam Akers serait dans ta tête ou ben non, c'est vraiment entre ces deux-là, là, entre Swift et Dobbins? Personnellement, ça serait vraiment entre ces deux-là. Là. Moi, personnellement, ça serait entre Dobbins et Cam Akers. Ah ouais? Ouais. Okay. Je sais que DeAndre Swift, il était raté vraiment. C'était un prospect qui était attendu avec beaucoup d'attentes, mais j'aime vraiment pas le fit avec les Lions. Je sais qu'il va prendre la place over Kerryon Johnson, sinon ils vont splitter le backfield. Mais Détroit, c'est pas une équipe. En tout cas, si on regarde le passé, tout ça, ça peut toujours changer. Mais si on se fie au passé, c'est pas une équipe qui abuse de son porteur. Fait que je sais pas à quel point Swift va être capable d'être plus efficace que Dobbins ou Akers. Pour moi, j'hésiterais entre Dobbins et Akers. C'est sûr que Akers, c'est lui qui a l'opportunité la plus flagrante entre les trois. Il se bat contre Darrell Anderson seulement et on pourrait dire aussi Malcolm Brown aussi. Mais les deux n'ont jamais vraiment été des partants. Tandis que J.K. Dobbins, il y a Mark Ingram. Puis comme tu viens de dire, Swift, il y a Kerryon Johnson. Comme je viens de dire, par contre, moi, personnellement, ça serait entre Swift et Dobbins mon choix. Je trouve qu'Akers, ils étaient une petite coche en arrière d'eux niveau talent. Puis l'attaque des Rams,
des fois, elle fait peur un petit peu. On dirait que la magie de McVay est disparue. Donc, avec ce qu'on dit, je pense que le choix logique serait J.K. Dobbins, puisque les deux, on se demande si on le prend pas. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Puis, oui. Puis, on parle de dans les 2-3 prochaines années, peut-être pour un dynastie, mais Dobbins, oui, 2020, il va avoir Mark Ingram, mais probablement ça va être sa dernière saison. Fort, probablement même. Puis, J.K. Dobbins à Ohio State, dans le fond, le scheme offensif d'Ohio State, c'était du RPO, le Run Pass Option. C'est exactement ce que les Ravens font. Et avec un deuxième, en fait, un premier porteur de ballon comme Lamar Jackson, la défensive doit avoir toute leur attention sur Lamar Jackson. Donc, ça laisse un petit peu plus la porte ouverte au porteur qui vient qu'à jouer avec lui. Donc, même si Mark Ingram est en fin de carrière, il sort encore des très bonnes performances. Puis même Gus Edwards aussi a sorti des bonnes performances dans le passé. Donc, je pense vraiment que J.K. Dobbins va avoir une carrière très impressionnante, là, surtout là, à l'an 2, 3 et 4. Fait que ça va être notre choix. Tu voulais-tu rajouter de quoi, toi? Non, ben sinon que ce qui est sorti, il y a eu une petite nouvelle qui est sortie aujourd'hui en même temps, faut pas prendre ça pour du cash, là, parce que ce que les coachs disent, souvent c'est un peu de la bullshit. Mais ça donne quand même bon espoir parce que j'ai vu une petite nouvelle passer sur Dobbins qui disait que les coachs le voyaient vraiment comme un porteur qui serait capable d'être un three-down back. Là. Fait que, tu sais, autant courir que recevoir. Fait que je pense que après Ingram, Dobbins va vraiment avoir un rôle significatif dans cette offensive-là. Puis je pense que c'est voué à être super gagnant. Fait que, puis je suis content dans notre dynastie, il a été pris en deuxième over Taylor. Fait que je trouve que c'est quand même audacieux comme pick, mais je pense que ça va peut-être être payant d'avoir été audacieux comme ça. Shout out à Mark. Yeah, Mark. Ben, autant que à la base, je mettais Taylor tout seul dans le deuxième tiers, dans le sens que c'était Edward Heller numéro 1, puis Taylor numéro 2, clair dans ma tête, que je pense que Dobbins puis Taylor, c'est pas mal l'équivalent en ce moment. C'est sûr que la ligne offensive des Colts est vraiment dominante, mais l'attaque au complet des Ravens l'est aussi, là, donc c'est un dur choix entre les deux. Mais on n'avait pas à faire ce choix-là, tant mieux. Donc, Swift est sorti tout de suite après, évidemment, suivi de Justin Jefferson. On a parlé beaucoup là, dans le podcast Dynasty qu'on aimait beaucoup le fit. Cam Akers qui vient au 8e rang, suivi de Jalen Reagor. Je voulais qu'on parle un petit peu. Là. Jalen Reagor versus Justin Jefferson. Est-ce que tu as une préférence flagrante entre les deux? Oh, man, flagrante. Écoute, moi, je pense que oui. Puis je préfère Justin Jefferson. La raison étant, si je veux juste justifier rapidement, là, mais la raison étant que Diggs avait déjà un rôle dans cette offensive-là. Puis quand il est parti, ça a créé le trou. Puis je pense que le poste, il était ouvert, il était là. Il va arriver dans le scheme, puis ils vont être capables de s'ajuster probablement. Thielen va se rendre plus en profondeur. Lui va être capable de jouer plus dans le slot. J'ai hâte de voir, mais je pense que le fit va être vraiment bon. Tandis que Reagor, je pense que le fit va être aussi extrêmement bon. Puis il y a une belle opportunité qui s'ouvre à lui. Mais l'incertitude que j'ai en ce moment, c'est avec Carson Wentz. Puis c'est avec les Eagles un peu en général. Là, c'est peut-être encore mon petit côté biaisé. Là. Mais ouais, personnellement, j'aime vraiment mieux Jefferson que Reagor. À la base aussi, j'aimais vraiment mieux Jefferson, mais plus ça avance, plus que j'ai compare puis que j'hésite entre les deux. Puis il y a une statistique que Marc-André Brochu nous a sorti, puis j'essaie de la retrouver pendant ce parler, puis je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Mais les stats NCAA sont vraiment différentes entre Jefferson et Reagor. On s'entend Jefferson avec Joe Burrow, ça allait quand même assez bien. Mais Jefferson avait à peu près 70 ou 80% des balles qui étaient lancées vers lui qui étaient attrapables. Je pense que c'est 69 ou 79%. Je ne suis plus certain, là, malheureusement. C'est pour ça que je suis déçu de pas avoir la stat. Mais bref, presque toutes les balles lancées
dans sa direction était attrapable. Tandis que Jalen Reagor était à 39%. La différence est tellement grande. Là. Puis Reagor, là, c'était un des pires de la NCAA cette année. Là. Pas tout à fait le pire, mais je pense que c'était 4. Il n'avait 3 pires que lui. Là. Fait que juste 39% des balles lancées vers lui qui seraient attrapables versus 79%. Tu les changes de situation dans la NCAA, puis on n'en parlerait pas de la même façon aujourd'hui. Donc, moi, personnellement, avec le fit avec les Eagles, il va avoir les opportunités. Oui, Wentz fait peur, mais s'il reste en santé, je pense qu'il a le talent pour. Reagor, de plus en plus, je tombe en amour avec ce gars-là. Puis je pense qu'il pourrait être un choix de milieu de première ronde au lieu de 9e. Peut-être un 6-7e. Je pense qu'il pourrait sortir un peu plus tôt que ça. Moi, je trouve ça drôle parce que la statistique que tu as sortie, moi, je la trouvais bonne pour mon camp, pour mon parti pris. Parce que si je me fie à Aguilar, Wentz n'a pas l'air d'être hyper précis. Non, c'est pas ça le problème avec Aguilar. Ça se peut que Reagor soit dans la même situation. Là. Non, mais Aguilar, les balles étaient attrapables. C'est juste que lui, il les attrapait pas. Bon, on va continuer. Fait que 10e, c'était Michael Pittman Jr., suivi de Joe Burrow qui est sorti en première ronde. Nous, dans notre dynastie, il est sorti à 2.01, donc quand même dans le même range. Et Denzel Mims qui termine la première ronde. Donc, Denzel Mims en avant des gars comme T. Higgins et Brandon Ayuk et Chase Claypool, tout ça. Est-ce que tu mettrais ce rang-là ou tu trouves que c'est un peu tôt? Moi, je trouve que c'est un peu tôt, là, parce que Denzel Mims, je suis d'accord qu'il arrive et qu'il y a une belle opportunité. Il va pouvoir tout de suite, première année, commencer à être utile. Mais je sais pas, moi, Sam Darnold, je sais vraiment pas. Denzel Mims, je veux dire, je pense que l'opportunité est là, mais je suis vraiment pas hypé par Adam Gase et l'offensive en général. Là. Ouais, je suis d'accord avec ça un peu. Donc, deuxième ronde, on a Henry Ruggs de third qui sort 13e choix au total. Puis c'est le premier skill player drafté cette année. Donc, comment ça, il drop aussi loin? C'est parce qu'il n'y a aucun love pour les Raiders. Je suis vraiment déçu de ça. Ben, mon seul argument, c'était justement de dire c'est parce qu'il est dans les Raiders. Non, mais c'est le style de joueur qui est en fantasy, c'est pas très payant. Il me fait beaucoup penser à John Ross, puis j'espère qu'il va être meilleur que John Ross. Mais même si de temps en temps, il sort des flashs, ce type de receveur-là, c'est pas payant à long terme en dynastie parce qu'ils sont tellement pas constants qu'ils vont te faire mal plus souvent qu'autrement. Donc, c'est pour ça qu'il drop. À un moment donné, il ne faut pas non plus virer fou, puis il faut le choisir. Donc, il n'y a, pas juste son ADP pas son ADP, mais il n'y a pas juste son draft pick qui a baissé parce que au niveau de la comparaison aussi, là, parce qu'avant qu'il soit drafté par les Raiders, il était comparé à Tyreek Hill. Il a été pris par les Raiders, maintenant tu le compares à John Ross. Pauvre lui, man. Ouais, mais pour vrai, là, toutes les comparaisons de Ruggs versus Tyreek Hill, je ne les comprends pas du tout. Puis Dion, il l'a dit aussi là, dans le dernier podcast que s'il y a quelqu'un qui fait cette comparaison-là, je veux dire, sur Twitter, parmi les gens que tu suis, ben arrête de le suivre immédiatement. C'est sûr, c'est genre Mel Kiper. Là. Je sais que ça fait 50 ans qu'il fait ça, mais qui hype beaucoup trop tout le monde. Donc ensuite, on a eu T. Higgins à Cincinnati. Justement, on a parlé tantôt. Lui, je pense que la situation avec AJ Green, qui est là pour très fort, probablement une dernière année, puis après ça, il s'en va. Il va avoir une belle opportunité à partir de 2021. Donc, j'aime sa situation. Et Laviska Shenault à 2.03 à Jacksonville. Celle-là, je la digère un peu moins bien. Là. Je prendrais clairement là, un Brandon Ayuk devant lui. Même un Devin Duvernay ou Claypool et KJ Hamler aussi que j'aime bien. Là. Je trouve qu'il est sorti un petit peu tôt, Shenault. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Ouais, moi je pense que le joueur et ses capacités, mettons, en tant qu'athlète,
il s'est prouvé comme étant un excellent receveur. Moi, je pense que c'est le fit avec Jacksonville. L'incertitude au niveau du corps arrière en ce moment avec Gardner Minshew. Minshew, il y avait une connexion l'année passée avec DJ Chark. Est-ce que ça va se maintenir? Est-ce que Chenot va arriver être capable de tirer son épingle du jeu? Moi, je pense que c'est ça qui est un peu incertain. Je suis quand même de ton avis, si tu le compares, exemple, tu sais, je prendrais Ayuk over Chenot, ça, je suis d'accord. Mais à la limite, je pense que je prendrais Claypool aussi over Chenot. Puis, mais tu vois, après ça, tu as dit Hamler, puis tu as dit Duvernay. Ces deux-là, je pense que je les prendrais quand même après. OK. Ça serait mon. Et le dernier, juste avant nous, Keshawn Vaughn, porteur de ballon avec les Bucks de Tampa Bay qui s'en va rejoindre Tom Brady, un porteur de ballon qui est capable d'attraper les petites passes. Donc, on sait très bien que Brady il est excellent pour utiliser ses porteurs au niveau aérien. Donc, puis Ronald Jones, c'est vraiment pas sa force. Donc, je pense que le fit est excellent pour Vaughn. Niveau talent, en sortant de l'NCAA, il n'y a pas grand monde qui le voyait si haut que ça dans le ranking. Il a été quand même drafté en 3e ronde aussi. Mais le fit est tellement beau qu'il upgrade assez vite. Puis je pense qu'il est clairement le premier, je veux dire, du deuxième tiers de porteurs. Après le top 5 porteurs, là, c'est clairement lui, pour moi, le premier porteur à prendre. Je ne sais pas si c'était mieux Zach Moss ou AJ Dillon. Non, ça, là-dessus, je suis quand même d'accord avec toi. Cool. Fait que là, c'était à nous à choisir. Comme je viens de dire, je pense qu'au niveau des porteurs, il y avait une petite coche entre Vaughn et les autres. Donc, j'aurais vraiment tendance à y aller avec les receveurs qui est tellement deep cette année. Puis là, tu as parlé de Brandon Ayuk et de Chase Claypool. Pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de Brian Edwards des Raiders? Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé? Je pense que la seule raison pourquoi j'en ai pas parlé, c'est que c'est pas un joueur que je suis extrêmement familier avec. Puis c'est le deuxième receveur que les Raiders ont pris cette année. Puis il y a eu comme 2 receveurs qui ont été pris back-à-back. Brandon Edwards, puis un autre. C'est Lynn Bowden Jr., un peu plus loin. Mais lui, c'est comme. C'est tout puis rien en même temps. Là. Il peut jouer QB, porteur puis receveur. Là. C'est à peine s'il peut pas jouer au line puis tight end. Mais c'est ça, j'en ai pas parlé tout simplement parce que pour être franc, là, j'ai pas analysé assez Brian Edwards pour vraiment. C'est un joueur dans ma tête qui passe un peu inaperçu. Je prendrais Claypool vraiment avant lui. J'aime pas les Raiders. Toi, là, mon tabarnak. Edwards, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il s'est brisé le pied en février, je pense. Donc, pas de camp d'entraînement, pas de OTAs. C'est très difficile de pouvoir tester son pied, sauf seul chez lui. Donc, ça pourrait être un peu décevant pour cette année. Puis, des receveurs qui manquent leur année recrue, ils ont des carrières un peu sur le tard. Donc, pas qu'il va manquer son année recrue, là, Edward. Là, je pense qu'il va être correct, là, mais il peut avoir des problèmes au pied sur le long terme. Donc, il me fait vraiment peur, mais il a quand même le potentiel de devenir le numéro 1 des Raiders avec Henry Ruggs, pardon, qui, si j'allais l'appeler John Ross. J'ai goût de me taper ses doigts moi-même. Puis Henry Ruggs qui va être là plus pour étirer la défensive, donc Edwards pour avoir un peu plus de target à long terme. Mais je suis d'accord avec toi que le choix ce serait entre Brandon Ayuk et Chase Claypool. Ce qui me fait un peu peur avec Claypool, c'est après cette année, là, Big Ben il est là 1 an, peut-être 2. Mais peu importe, dans un futur assez rapproché, ils vont avoir un problème au poste de carrière, les Steelers. Donc, ça peut faire mal, vraiment. On l'a vu cette année là, avec des carrières de 3e et 4e ordre, que même Juju, qui a beaucoup de talent, n'était pas capable de bien produire dans cette attaque-là. Donc, Claypool, je ne sais pas comment que ça peut aller, l'attaque des Steelers. Donc, mon choix personnel serait facilement Brandon Ayuk, même si tu es en standard, mais il serait beaucoup plus intéressant en half PPR ou encore plus en full PPR. Ben, moi, je suis d'accord avec toi aussi que j'irais avec Brandon Ayuk. Où est-ce qu'on est rendu dans le draft en ce moment? Mais aussi, tu dis plus en half PPR ou en PPR, mais moi, je pense que Brandon Ayuk, un peu comme à la Deebo Samuel, il va être capable d'être utilisé un peu comme un gadget player. Fait que je pense qu'il va être capable
de faire des rushing yards aussi. Là. Je pense que ce que j'aime over Claypool, c'est que Brandon Ayuk, il arrive dans l'offensive, puis le jour 1, il va être utilisé. C'est sûr qu'il va être utilisé dans l'offensive de Shanahan à jour 1, puis il va être capable d'utiliser ses attributs pour l'incorporer dans, comme je dis, un espèce de gadget player qui va être capable de courir puis d'être versatile un peu. Je pense que c'est ça le mot que je cherchais. Tandis que Chase Claypool, je pense que l'opportunité va être intéressante à long terme, mais comme tu dis, il y a de l'incertitude au niveau du corps arrière, puis je pense pas que ça va se faire year one, fait que la première année. Fait que au stade où on en est, Brandon Ayuk, all the way. Donc, ça a été notre choix. A été suivi par Antonio Gibson, un autre receveur / porteur à Washington. Devrait jouer au poste de porteur de ballon, puis qui remplacerait, avec le départ de Thompson, il serait le third down back à Washington. Même si les coachs ont changé, mais le third down back à Washington est capable de produire d'habitude. Donc, pourrait être intéressant. Suivi de A.J. Dillon à Green Bay, en arrière d'Aaron Jones, qui est à sa dernière année de contrat. Fait que peut-être qu'en 2021, A.J. Dillon va être intéressant. Joshua Kelly aux Chargers. Ça, c'est un choix un petit peu surprise à 2.08, en avant de Zach Moss, qui est à Buffalo. Les deux, c'est des porteurs de ballon. Donc, on a vu une petite run de porteurs ici, le Gibson, Dillon, Kelly et Zach Moss. Dans ce quatuor-là, est-ce qu'il y en a un que tu te dis « Ah, ça aurait pu être cool en avant de Brandon Ayuk » ? Ou t'as-tu un préféré plutôt, là, parce qu'on vient de le dire, qu'on prendrait Ayuk en avant de tout le monde? Ouais, ben c'est ça que je m'en venais pour dire. Là. C'est sûr qu'il n'y en aura aucun de ceux-là, tant qu'à moi, qui irait en avant de Ayuk. Mais par contre, de ces 4 noms-là, moi, j'aime mieux... Je vais-tu vraiment dire ça? Ouais. Écoute, je pense que A.J. Dillon, il va avoir une opportunité à long terme. Puis il a été appelé assez rapidement. Je pense que c'était leur deuxième pick. Ouais, Ils ont pris un QB puis un porteur. Ouais, un très bon draft, les Packers. Non, mais c'est vrai que ce soit un bon draft. Moi, je pense que ça démontre qu'il va avoir un vent de changement dans les prochaines années. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça va rester Rodgers puis que ça va rester tel quel encore très longtemps. Fait que je pense que A.J. Dillon va être capable d'être rentable, mais que quand Aaron Jones, ouais, c'est ça. Ouais. Quand Aaron Jones va quitter. C'est ça que je voulais dire. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Par contre, le problème, c'est que ça se peut qu'Aaron Jones reste. Puis que ça soit un one-two punch avec Dillon ou que Dillon ne performe pas tout à fait à hauteur des attentes. Donc, Aaron Jones re-signe à Green Bay. Mais les chances qu'il re-signe à Green Bay, on va se le dire, sont assez minces suite à cette sélection-là de A.J. Dillon. J'aime bien aussi Zach Moss, sauf que lui, c'est certain que ça va être un comité avec... Singletary. Avec Devin Singletary, donc, puis qui a prouvé être très, très bon l'année dernière. Donc, j'ai hâte de voir le timeshare entre les deux. Mais je suis d'accord aussi que Dillon serait mon choix numéro 1 parmi ces 4-là. On a vu Tua Tagovailoa. Je ne sais pas si je l'ai bien eu. Au 2.10, ben, carrière, là, je pense qu'on a c'est une belle place pour le prendre là, si tu as besoin d'un QB dans ton dynastie. Mais à 1 QB qui start, les QB sont facilement trouvables et remplaçables. Donc, en tout cas, personnellement, je n'irais peut-être pas avec un QB dans les 2 premières rondes. Ensuite, Chase Claypool et Brian Edwards, on a parlé un petit peu tantôt pour finir la 2e ronde. Donc, en 3e ronde, c'est vrai que ça commence à être intéressant, là, des choix un petit peu moins connus. Donc, on a, je pense que c'est Anthony McFarland Jr., porteur de ballon à Pittsburgh. Il commence à avoir pas mal de monde là-bas, qui a été pris premier de la 3e ronde. Ensuite, Tyler Johnson, receveur de passe à Tampa Bay. Ça, j'aime vraiment pas cette sélection-là. KJ Hamler, comme receveur de passe à Denver à 3.3. Ça, je l'aime beaucoup plus. Et Darrington Evans, porteur de ballon au Titan à 3.4. Ça, je suis quand même déçu parce que ça aurait été un joueur que je me verrais prendre en 3e ronde. Ouais, parce que tant qu'à moi, dans cette branche-là, ce tiers-là, Darrington Evans, ça commence à être pas mal
le dernier porteur intéressant. Après ça commence à être profond. C'est des gros guesses après. Si on regarde ce qui reste, là, Eno Benjamin, là, Alex Dion nous en a parlé comme quoi il l'aime beaucoup, mais ça reste un choix de 7e ronde. La Michael Pirine aux Jets, ben, tu sais, les Jets. Hein, DJ Dallas à Seattle, même s'ils sont blessés, il y a quand même 2 bons porteurs devant lui. T'as-tu vu de la nouvelle? Marshawn Lynch, peut-être qu'il retournerait aux Seahawks? Oh ouais, j'ai pas vu ça. Ouais. Mais ça a l'air que son agent, je sais pas si c'est lui qui les a contactés ou s'il a été contacté. Là. Mais j'ai genre ri. Là. En fait, quand ils l'ont ramené l'année passée, hein, genre juste à la fin de saison. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'il était mal pris, là. J'aime quand même mieux DJ Dallas. Ouais, non, je vois pas Lynch revenir encore. Donc, ouais. Là, c'est à nous de choisir. Comme on vient de dire, porteur de ballon, on élimine ça. Si on voudrait un QB, je pense que Justin Herbert pourrait être un bon choix. Il va avoir la chance de jouer rapidement. Tyrod Taylor va peut-être commencer l'année, mais ça va peut-être faire un peu comme Baker Mayfield. Là. Il va se faire remplacer très rapidement par Herbert, à mon avis. Puis il y a quand même une coupe d'armes intéressante là, aux Chargers. Là. Donc, Keenan Allen, on a Mike Williams comme receveur, on a Hunter Henry comme tight end, puis bien sûr, on a Awesome Eckler comme porteur de ballon. Donc, il va être bien entouré. Donc, Justin Herbert pourrait être intéressant pour moi. Au niveau des receveurs, je ne sais pas s'il y en a qui t'intéressent plus que d'autres. Moi, personnellement, Van Jefferson, il me tombe dans l'œil. Ouais, mais il est tombé dans nos 2 yeux, man. À 2 pieds. Ouais, non, moi, il y a Devin Duvernay puis Van Jefferson. Par contre, moi, je pense que Van Jefferson va être capable d'avoir un rôle immédiat. Ou est-ce que, selon moi, Duvernay, ça va être un projet peut-être plus à long terme pour Baltimore. Il y a quand même une belle opportunité à Baltimore. Il n'y a pas grand monde là, à part Hollywood Brown. Là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a Miles Boykin puis Marquise Brown. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, mais tu sais, je pense que les Ravens, c'est une team qui court énormément. Tandis que c'est sûr que les Rams, dans le passé avec Todd Gurley, ça s'est voué une offensive qui courait aussi beaucoup. Mais je pense que Jared Goff, il était capable de démontrer qu'il était capable de nourrir plus qu'un receveur, dans le fond, dans les années passées avec Cooper Kupp et Robert Woods. Fait que je pense que si Van Jefferson arrive et est capable d'être utilisé un peu, je m'en allais dire un peu à la même sauce que Cooper Kupp, là, lequel qui a été comparé avec, je pense que ça va pouvoir être... les coachs, excusez de te couper, là, les coachs aussi l'ont comparé avec Robert Woods. Dans le fond, ils ont dit qu'il était capable de jouer à toutes les positions de leur attaque, qu'il était capable de remplacer Woods. Puis Cooper Kupp, c'est pas les coachs qui l'ont comparé avec, là, c'est plus les analystes. Là. Donc, je pense que Van Jefferson va avoir un rôle quand même assez rapide. Puis aussi, sa force, là, on a parlé la dernière fois, là, son père, c'est un coach de receveur. La force de Van Jefferson, c'est ses tracés, ses mains. C'est un bon technicien. Puis il est vraiment plus vieux que tous les autres. Il a 24 ans, tandis que tout le monde se fait drafter à 21 ans. Fait que cette maturité-là, ben, il y a 23 là, selon Fantasy Pro, mais je pensais qu'il y avait 24. Ou peut-être qu'il va jouer sa saison à 24. Là. Mais cette maturité-là, ben, elle se gagne avec le temps. Puis lui, il l'a en tant que recrue, donc peut-être qu'il peut bien s'intégrer dans cette attaque-là assez rapidement. Moi, personnellement, c'est pour ça que je l'aime. Mais, puis là, je t'ai juste coupé, fait que je vais te redonner la parole. Je sais pas si j'ai fait perdre ton idée. Ben moi, c'est sûr que oui. Là. Voyons, tu sais bien que mon attention span dépasse pas 30 secondes. Mais moi, dans la position qu'on a en ce moment, personnellement, j'irais avec Van Jefferson. Mais je veux juste glisser un mot. Un petit peu. Ouais, exact. C'est ça. Si je me trompe pas, là, parce qu'on n'en parle vraiment pas, là, puis c'est peut-être pas une question d'opportunité, puis c'est peut-être juste aussi dans l'équipe qui est tombée. Là. Mais si on regarde l'écran, là, juste en dessous de Van Jefferson, il y a Antonio Gandy Golden. Premièrement, son nom, il est vraiment nice à dire. Ouais.
Tout comme Donovan Peoples-Jones un peu plus bas. Ouais, je suis d'accord. C'est sûr que ça joue pas dans la balance. Hein? Mais je tenais juste à dire parce qu'on n'en entend pas parler vraiment. Tu sais, je sais que c'est un receveur des Redskins, puis là, avec Dwayne Haskins, voilà. Mais je tiens juste à dire que Antonio Gandy-Golden, si je me trompe pas, puis dans le fond, j'imagine qu'Alex pourra me corriger si je me trompe, mais je pense qu'il a joué collégial avec Dwayne Haskins. Je pense que c'était un de ses receveurs. Hein. Ben, est-ce qu'il vient d'Ohio State? Parce que je le connais pas là. Ben, en fait, je suppose qu'il a joué. On va aller voir. On va aller voir certains, même. Voyons. Donc, Antonio Gandy, il a joué à University Liberty. Donc, non, ils n'ont pas joué ensemble. Donc, non. Ah, ben, je me trompe. Ben, si tu serais bien smart, si tu pourrais couper ça au montage. Mais... Il n'y en a pas question. Et puis, avant de faire notre choix, puis je pense que là, c'est assez clair, on va faire Van Jefferson. Là. Mais c'est drôle parce que c'est direct dans ce bout-là qu'on est rendu dans notre dynastie. Puis Brochu, qui aime beaucoup Devin Duvernay, vient juste de le prendre en avant de Van Jefferson. Il a même trade up pour être sûr de ne pas le manquer, puis de drafter Devin Duvernay en avant de Van Jefferson. Donc, s'il serait avec nous ce soir, il nous poussera à aller choisir Duvernay. Mais vu qu'il n'y a pas de micro, il n'y a pas raison. Fait qu'on va y aller avec Van Jefferson. Jordan Love, que le pick d'après, je pense que ça, c'est un waste, surtout en avant de Justin Herbert. Je ne comprends pas pourquoi Fantasy Pro a fait ce choix-là. Tu sais, des fois, je disais des fois qu'il y avait des choix un peu bizarres, mais c'en est un. Donc, Duvernay qui vient de sortir justement à 3.7. LaMichael Pirine, porteur de ballon, c'est un bon guess. Anthony Gandy-Golden, comme on vient de parler aussi, qui sort tout de suite après. Justin Herbert à 3.10. Personnellement, c'est un excellent choix, aussi tard que ça dans le draft. Surtout comme quatrième carrière. Je ne la comprends pas beaucoup. Jalen Hurts, qui suit. Que lui, il pourrait être payant. On s'entend que Carson Wentz, ben, c'est pas dit qu'il va jouer tous les matchs, hein? Ouais, puis en plus, il y a eu une nouvelle qui avait dit que l'année passée, quand il y a eu une commotion l'année passée, ça y a fait peur. Ouais. Moi, je t'ai très dit en dehors des ondes, quand je t'en avais parlé, moi, ce que j'avais dit, c'est écoutons, il va-tu faire un Andrew Luck de lui-même? Ouais. Ben, sérieusement. Ça m'inquiète, en tout cas. Ça m'inquiète. Ça expliquerait pourquoi ils ont pris Jalen Hurts, en tout cas. Ben, c'est tout le temps bon d'avoir une bonne monnaie d'assurance. Là. C'est ça l'expression? Monnaie d'assurance? Pièce d'assurance? Peu importe. Monnaie d'échange? Non. Anyway. Donc, effectivement, moi, je pense pas qu'il va prendre sa retraite prochainement, mais ce que cette nouvelle-là peut nous faire croire, c'est que s'il vient qu'à avoir une autre commotion importante, là, ça se peut que sa carrière soit mise en jeu. Donc, effectivement, Jalen Hurts pourrait être un choix, ceux qui ont des redshirts ou taxi squad ou peu importe dans leur dynastie, pourrait être un choix un peu plus tard, un guess, hein, un gamble. Et la troisième ronde se finit avec Eno Benjamin. Donc, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de porteur, puis on avait parlé que Benjamin était le suivant. Donc, c'est le cas. Début de quatrième ronde. Les tight ends qui sortent enfin. Fait que le meilleur tight end, le premier tight end drafté dans le draft cette année, Cole Kmet, qui sort pas en premier. Tu peux-tu m'expliquer ça? Pourquoi Adam Troutman des Saints derrière Cook, c'est pas Dalvin, là, c'est Jared Cook. Pourquoi est-ce que Troutman sortirait avant Cole Kmet? Sérieux, c'est une des étranges coïncidences du consensus parce que personnellement, j'irais avec Cole Kmet. Mais je comprends qu'Adam Troutman, premièrement, il avait été vraiment hypé pré-draft, Adam Troutman. Il a été pris par les Saints. Je suis d'accord de dire que Breeze utilise ses tight ends, mais Breeze sera peut-être pas là l'année prochaine. Fait que dans le futur, je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre. J'aurais été avec Comet avant lui, là, parce que Comet va se faire tirer la balle par Nick Foles, qui est un QB qui utilise ses tight ends. C'est vrai.
Trotman, c'est sûr que il y a une belle avenir. Puis les Saints utilisent bien leur tight end. Il y en a quand même pas mal qui ont passé par là, puis ça a bien été. Mais des tight ends recrues, ça prend tout le temps un petit 2-3 ans avant de s'acclimater à la NFL. Puis dans 2-3 ans, mais comme tu viens de le dire, Drew Brees ne sera plus là. Donc, Brees a signé 2 ans. Fait que je pense que ça va être ses 2 dernières saisons en carrière. Là. Donc, personnellement, je prendrais aussi Comet avant. Ou Comet, là, je sais pas si c'est moi ou toi qui le dis comme faux. Là. Mais en fait, je prendrais aucun tight end cette année. Il n'y a vraiment aucun tight end qui m'intéresse. Il y en a quelques-uns qui parlent de Devin Asiasi aux Pats. Ou ben non, Alberto. On va juste l'appeler Alberto là, parce que son nom de famille, je ne veux même pas essayer de le dire. Là. Ben, moi, je vais essayer. Vas-y. C'est Albert Okwuegbunam. C'est Okwuegbunam. OK. Fait qu'on ne saura pas si tu as raison, mais bel essai. T'imagines-tu sur son jersey, man, ça va aller d'une épaule à l'autre, ça va descendre ses bras. Aussi. Ça me fait penser à Duvernay tardif. Donc, ouais, personnellement, je ne prendrais peut-être pas de tight end. C'est sûr que rendu en 4e ronde, prendre un petit guess, ça peut être intéressant. Donc, entre les deux, là, on a eu Donovan People-Jones, receveur à Cleveland, avec toutes les rumeurs que peut-être qu'OBJ va s'en aller bientôt, peu importe. Même que dernièrement, il a dit qu'il allait avoir la meilleure saison de sa carrière, là, mais il en dit beaucoup des affaires. Là. Donc, lui aussi, ça pourrait être un bon choix de redshirt ou taxi squad. Et Jacob Eason, un autre carrière qui est sorti. Je voulais te demander, Jacob Eason, est-ce que ça serait potentiellement le 4e corps arrière à être choisi au niveau dynastie? Puis je vais m'expliquer. Parce que là, dans la situation présente, là, il est sorti 6e. Mais là, évidemment, il y a le top 3 là, avec Burrow, Tua et Herbert. Mais avant de prendre un Jalen Hurts ou un Jordan Love qui semble pas avoir une opportunité de terrain rapide, peut-être que Jordan Love, les rumeurs d'Aaron Rodgers d'être échangé pourraient être vraies, là, mais moi, je le crois pas tant que ça. Là. Mais est-ce que Jacob Eason pourrait être celui qui a une opportunité à jouer le plus rapide? Parce qu'on sait qu'il est aux Colts, derrière un bon vieux Philip Rivers, qui a signé seulement 1 an avec les Colts. Donc, est-ce que ça pourrait être un peu comme aux Pats, avec le départ de Brady, même s'il n'y a pas vraiment, pas beaucoup de talent, Jared Stidham va avoir une belle opportunité de jouer. Est-ce que ça pourrait être la même chose de Jacob Eason l'année prochaine? Ben, c'est sûr que hey, t'apportes un drôle de point, man. C'est sûr que Philip Rivers ne restera pas aux Colts encore extrêmement longtemps. Jacob Eason, c'est un QB qui a été pris en 4e ronde. Stidham, c'était quoi, 7e ronde, je pense? Je m'en souviens plus, là, mais ouais, c'est drôle de comparer ça. Ouais, non, c'est pas vrai. Il a été drafté en 4e ronde. Stidham aussi. Ouais, j'imagine que c'est similaire. Moi, je serais vraiment pas excité d'avoir Jacob Eason. Vraiment pas. Je prendrais définitivement Daniel Jones over Jacob Eason. OK, je suis d'accord. Non, mais c'est plus. Ma question, c'est est-ce que tu prendrais Jacob Eason ou Jalen Hurts? Jalen Hurts. Jacob Eason ou Jordan Love? Je pense que j'irai avec Jordan Love. Puis donc, si je me fie à ta réaction, Hurts en avant de Love. Oui. OK. Bon, donc, c'est bon. Moi, je pense que je prendrais Eason. Juste pour l'opportunité. Je vois pas l'opportunité à Love puis Hurts. Mais bon. Mais Love, c'est parce qu'il faut juste que tu gardes en tête que si on pris lui en premier, c'est parce qu'ils ont un plan. Ils ont un avenir. Il y a de quoi, tu sais. Ouais, mais si l'avenir est dans 3 ans, là, je suis pas assez patient. Ça dépend d'où est-ce que tu es dans ton club dynastie. Ouais, c'est sûr que si ça peut être ton 3e pour une couple d'années, c'est pas si grave que ça. Donc, c'est à nous de choisir en 4e ronde notre dernier choix. Au niveau des QB, il n'y a plus rien d'intéressant. Tantôt, je l'ai dit, au niveau des tight ends, il n'y a pas grand-chose que je veux drafter cette année. Fait qu'est-ce qu'il y a quelqu'un, avant que je nomme des noms, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'intéresse plus qu'un autre, ou 2, peut-être 3? En ce moment, je te dirais que non.
Donc, on draft personne. Non, j'écoute. Je veux juste aller checker une petite information ici parce que il y a un nom Ok, non. Moi, j'ai le goût vraiment de prendre DJ Dallas. Parce que, comme on a dit tantôt, avec les porteurs qui sont devant lui sont blessés en ce moment. Ils se sont blessés en fin de saison. Puis des blessures quand même assez importantes. Là. Donc, est-ce qu'ils vont être prêts pour le début de la saison? Oui. Probablement. Mais. Non, ça. Ah, là, toi, tu penses à Chris Carson. Je suis encore biaisé. Mais, tu sais, sa blessure est quand même. Je me souviens plus c'est quoi exactement là, sa blessure, mais il me semble que c'est une blessure vraiment importante. Puis Rashad Penny, lui, s'est pété le ACL en fin novembre. Donc, s'il revient au début de la saison, il n'y aura pas eu de camp d'entraînement. Fait que pour l'année 2020, je vois vraiment pas une belle saison pour Penny. Puis après ça, il va rentrer dans sa dernière année de contrat. Donc, si DJ Dallas monte des beaux flashs en 2020, probablement qu'en 2021, il va être devant Penny. Donc, je pense que c'est un bon guess à cette station du draft, DJ Dallas. Puis on sait très bien que des porteurs de ballon, il y en a tout le temps un ou deux qui sortent de nulle part puis qui ont des méchantes bonnes saisons. Puis on dirait que ça arrive souvent à Seattle. Je suis pas d'accord. OK. Parle-moi. Convainc-moi. Ben, en tout cas, c'était pas le cas de Penny. Là. Il est pas sorti de nulle part. Ben, il n'est pas sorti nulle part. Il a été drafté en première ronde. C'est pour ça qu'il n'a pas bien joué. Trop d'attentes. Non, écoute, je sais là, que c'est extrêmement profond. Non, dans le fond, c'est pas tant intéressant. Je suis allé checker vite sur Gabriel Davis. OK. Parce que, à part Stephen Diggs et John Brown, il n'y a pas grand-chose d'autre au niveau des receveurs, des Bills. Il y a Duke Williams là, qu'on a overhypé l'année passée. Oubliez-le. Ben, il y a le petit receveur blanc qui arrive de Dallas aussi, là, que j'oublie son nom, qui a quand même bien fait l'année passée. Là. Le petit receveur blanc. Ah, voyons. Ouais, tu parles de lui qui était aux Pats, là? Non, pas aux Pats, aux Cowboys. Voyons, c'est Cole Beasley. Exactement. Cole Beasley. Donc, mais Cole Beasley est quand même facilement remplaçable, là, on va se le dire. T'as raison, man, je suis en train de l'oublier, man. Gabriel Davis, c'est bon James, tu sais. Bon, Toi, c'est qui te prendrais là-dedans, man? Vas-y avec DJ Dallas, man, ça va être un je pense guess, que ça va être ça. Je pense que ça va être ça. Parce qu'au niveau des receveurs, il n'y en a pas vraiment qui me... Attends un petit peu, numéro 27 des porteurs, man. Rico Dahl? Je pensais que t'allais dire Rico Doddle. Doddle? Ouais, Doddle. Hey, j'ai vraiment aucune idée c'est qui, lui. Moi, Là, on tente d'étirer, puis ça doit être vraiment à chier à écouter. Fait qu'on va prendre DJ, on va prendre DJ Dallas. Ah, ben quoi que ça serait le porteur des porteur-receveur des Raiders, j'ai un choix à faire. Puis je vais y aller avec mes Raiders. Ouais, 41% de oui, du consensus. On s'entend, là, j'aurais pris Dallas, là, pour être franc. Là. Donc, qui est sorti pas longtemps après. Donc, c'est pour terminer, le Quinton Cephus, receveur au Lyon. Marvin Jones fait vieux, donc il pourrait avoir une opportunité avant longtemps. DJ Dallas, on a parlé. Devin Asiasi. Hey, le duo de Tyden au Pats, tu vois ça comment, toi? Intriguant. On va commencer par essayer de se faire une idée si Stidham utilise ses Tyden. Après ça, je t'en reparlerai. Mais souvent, les carrières jeunes ou recrues ou avec peu d'expérience les utilisent parce qu'ils sont plus proches et plus faciles, donc donnent confiance. Fait qu'ils pourraient l'utiliser. Puis si Belichick l'a drafté, je me dis toujours que c'est pas pour rien, qu'il y a une idée pour lui. Fait que... Je pensais que tu allais dire si Belichick l'a drafté, c'est peut-être parce que ça va devenir un meurtrier. Donc... non, ça, c'est l'autre Titan. Ensuite, là, pour finir, le receveur à Dallas, James Proche. Non, c'est Prochet. Prochet. Albert, dis-moi donc son nom de famille. C'est Okweg Bunam. C'est ça. Qui a été pris en fin de 4e ronde, qui est quand même pré-draft. Même que j'ai vu un ranking de NFL NFL.com qui, selon les statistiques
statistiques du joueur, les performances au combine. Bref, il y a une couple de statistiques. Ça leur donne une cote le nombre de chances qu'ils pourraient devenir un pro baller. Puis parmi toutes les recrues de cette année, c'est Alberto qui avait la plus haute cote. De toutes les positions? De toutes les positions. Et je sais pas comment ils font leurs calculs. Je pense qu'ils overhype vraiment trop les Kenyans. Mais en tout cas, peut-être qu'il pourrait avoir un bel avenir, mais il est quand même derrière Noah Fent. Fait que niveau fantasy, j'ai de la misère un peu à avoir une opportunité pour lui. Ensuite, Bryson Hopkins, tight end aux Rams, mais il y a déjà 2 très bons tight ends devant lui. Puis on finit le draft avec Gabriel Davis, justement, t'en as parlé. Il n'était pas si loin que ça, sa liste des gens comme choix 48. Donc, juste un porteur qu'on a drafté. Hein. C'est quand même... en fait, Lynn Bowden, qui est un receveur porteur, mais c'était plus pour la joke, parce qu'en théorie, on draftait DJ Dallas. Ouais. C'était 2 porteurs, 2 receveurs. Est-ce que tu penses qu'on aurait dû prendre un carrière à la place de Van Jefferson, mettons? Jalen Hurts ou Van Jefferson, ça dépend vraiment de... Non, ça aurait été Justin Herbert, là, on s'entend. Là. Ah, Chris, oui, excuse-moi. Excuse-moi, oui. Justin Herbert ou Van Jefferson. Écoute, ça dépend de ta position de ton club, si tu as besoin d'un QB ou pas. Moi, je préfère quand même Van Jefferson. Ouais, moi aussi. Mais... La simple raison, c'est que si tu hits avec Jefferson, il va être vraiment utile dans ton équipe. Tandis que si tu hits avec un QB dans une ligue qui a juste un QB qui start, ben, tu sais, oui, là, tu hit, là, mais c'est pas tant que ça utile à ton équipe. C'est facilement remplaçable. C'est un autre bon point que tu apportes, par exemple, parce que nous, on parle toujours en fonction d'une ligue qui a un QB. Hein. Parce que, évidemment, que si c'était Superflex, mon choix aurait été très influencé. Ouais, ben Superflex. Jacob Eason. Ouais, ben Burrow et Tua, en Superflex, sont souvent considérés numéro 1 et 2, avec Clyde Edward-Helaire mélangé là-dedans. Là. Mais en Superflex, est-ce que tu prends Joe Burrow ou Clyde Edward-Helaire? Oh, man, ça c'est tough. Asti que c'est tough, mais sais-tu quoi, man? Je pense que j'irais en Superflex. Qu'est-ce que c'est tough? Si mon premier corps arrière il est safe, je pense que j'irais avec Edward Helaire. C'est ton cas oublié safe, ça. Mais je pense que c'est 100% dépendant de ton équipe, cette situation-là. À 2 QB qui start, probablement que Burrow est numéro 1 no matter what. Là, mais en Superflex, je pense que ça dépend vraiment de ton équipe. Donc, si tu es prêt à gagner, vas-y avec Edward Helaire. Puis si tu es en reconstruction ou peu importe, ben Joe Burrow à long terme, ben, c'est très important un QB en Superflex. Donc, ça dépend des équipes de chacun. Bon, ben, hey, ça fait le tour. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle parce qu'on a commencé à enregistrer beaucoup d'avance aujourd'hui. Là. Fait que j'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que ça a été intéressant. Puis si, là, vous avez vu en même temps que nous qui sortait quand, si vous voudriez faire l'exercice puis nous envoyer le résultat de votre draft, si on veut, si vous étiez à notre place, est-ce que vous auriez pris Dobbins? Est-ce que vous auriez pris Ayo? Qu'est-ce que vous auriez pris Jefferson? Est-ce que vous auriez pris DJ Dallas en 4e ronde? Qu'est-ce que ça aurait fait? Je serais curieux de voir les drafts de nos auditeurs aussi. Puis en même temps, ça peut faire un peu de matériel à podcast pour la prochaine fois, en jaser, voir les différences d'une personne à l'autre. Ça pourrait être cool. Fait qu'envoyez-nous ça. On aimerait bien ça, avoir un petit peu d'interaction avec vous autres. As-tu un mot de la fin, Yoann? Ben oui, un mot de la fin, ça va être cellophane. Bon, ben, on va finir ça là-dessus. Ciao.